J'ai assisté à une incroyable conférence d'une journaliste qui a infiltré les mouvements pro-Hamas en France et je vais vous présenter quelques extraits exclusifs. Il faut qu'on soit réaliste 30 secondes. Ce qui s'est passé à Bondi Beach, il y a quelques mois maintenant, c'est la globalisation d'un intifada. Aujourd'hui, la question palestinienne devient un argument pour pouvoir justifier cet antisémitisme avec comme prétexte, évidemment, ils le disent, l'antisionisme. J'ai eu la chance de m'entretenir avec l'animateur de la conférence, Christian Rioux, un journaliste québécois correspondant à Paris pour Le Devoir, qui a été cancellé récemment après 30 années de travail pour ce journal. Moi, je suis révolté de l'intervention du Conseil de presse dans un débat qui ne le concerne pas. Le Conseil de presse n'est pas là pour dire « vous êtes d'extrême droite, vous êtes d'extrême gauche, vous êtes ceci, vous êtes cela ». Je suis Guillaume Roy pour Rebel News et aujourd'hui, je vous raconte ce que j'ai vu durant la conférence Les nouveaux antisémites à Montréal jeudi dernier. Nora Bussigny est une journaliste d'investigation. Elle a infiltré pendant plus d'1 an des groupes anti-israéliens en se faisant passer pour une militante pro-palestinienne. Christian Rioux, l'animateur de la conférence, a consacré sa carrière à présenter aux Québécois les fractures politiques, culturelles et identitaires qui traversent l'Europe et la francophonie. Ça fait, vous l'avez dit, 30 ans que je suis à Paris à essayer d'annoncer aux Québécois ce qui s'en vient chez eux. Je le dis un peu brutalement. C'est pas vrai pour tous les sujets, mais c'est vrai pour un grand nombre de sujets. Et je me suis souvent confronté à ce que j'appellerais une forme d'exceptionnalisme québécois. En général, les questions que je soulevais à Paris, 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, ça arrivait ici. Tous les débats sur la laïcité, toutes les questions sur l'immigration, évidemment, tous les débats sur la question de l'antisémitisme aujourd'hui. Le débat qu'il y avait ce soir, c'était un débat sur l'antisémitisme. Mais moi, ça fait des années que je vois se développer des choses en France sur la question de l'immigration, sur la question de la laïcité et sur la question, évidemment, de l'antisémitisme aujourd'hui. Je les vois se développer en France et je les vois arriver au Québec. Passons à l'école Baldwin, par exemple. C'est Baldwin, je pense. Peut-être que je me trompe. Mais je les vois, ces choses-là, je les vois arriver au Québec quelques années après. Et souvent, on me dit au Québec, non, nous, on sait faire. Nous, c'est pas pareil. C'est pas pareil au Québec. Ben oui, c'est pareil. Les mêmes causes produisent les mêmes effets, des fois avec évidemment des différences, avec aussi un délai peut-être un peu plus grand. Mais ce que j'ai vu, moi, les conflits dans les banlieues, tous les conflits autour de l'immigration, autour de la laïcité, 10 ans après, c'était arrivé au Québec. Et je pense qu'il faut en avoir conscience et c'est l'utilité d'avoir un correspondant à l'étranger, d'avoir des gens à l'étranger qui voient les choses arriver. J'ai profité de sa présence pour le questionner à propos de sa longue expérience médiatique. C'est quoi la différence entre le journaliste au Québec et en France? En France, le journalisme est peut-être un peu plus marqué politiquement qu'ici. Ça veut pas dire que les journalistes sont moins journalistes, ils font leur travail, mais c'est vrai que les journaux, la presse en général, est plus marquée politiquement. Ici, il faut dire qu'ici, il y a moins de journaux. Au Québec, il y a beaucoup moins de journaux. Si nos journaux étaient trop marqués politiquement, ça serait un peu embêtant. Donc, nos journaux ici sont plus, je dirais, plus centristes. Ça donne un débat, effectivement, un peu plus mou, par contre, mais je dirais que la différence, c'est largement ça. Est-ce qu'il y a 30 ans, au Québec, il y avait plus une grande diversité, plus de journaux, plus de... Non, je crois pas qu'il y avait plus de diversité. Ce qui était différent, peut-être, c'est que les débats étaient moins aiguisés. Aujourd'hui, peut-être qu'on a le sentiment qu'il y a moins de diversité dans la presse parce que les débats sont plus aiguisés. Et donc, au Québec, on a tendance un peu à les temporiser. Et comme on n'a pas beaucoup de journaux, bien, effectivement, ils sont encore plus temporisés. Alors qu'en France, ces débats-là sont mis sur la place publique. Et donc, les chroniqueurs en particulier, les éditorialistes, n'hésitent pas à prendre des positions assez tranchées. Dans une de vos entrevues avec Jay Alain, que j'invite d'aller écouter, vous avez mentionné que
v'là plusieurs années, les journalistes venaient de plusieurs domaines différents. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Pouvez-vous en parler? Oui, je pense qu'il y a eu une sorte d'uniformisation de la profession journalistique, probablement pas par mauvaise intention, probablement par une sorte de formation assez uniforme à l'université. Mais c'est vrai qu'à l'époque, les journalistes ne venaient pas nécessairement de l'université, ils arrivaient de tous les horizons. Et la tradition des journalistes, c'était souvent d'être des grandes gueules. C'est des gens qui venaient un peu de tous les domaines. Et je dirais que le journaliste, peut-être à cause de ça, mais toutes ces choses-là s'expliquent, était plutôt, aimait plus brasser la cage, peut-être, qu'aujourd'hui, où on peut parler peut-être d'un journalisme assez tranquille, un journalisme qui ronronne. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas le réveiller, hein? Tout est possible. Nora Bussigny expose dans son livre intitulé « Les nouveaux antisémites, enquête d'une infiltrée dans les rangs de l'ultra-gauche » comment l'antisémitisme est devenu présent dans les milieux progressistes woke, les universités, les salles de rédaction, etc. Elle fait maintenant face à des menaces de mort. Durant la conférence, elle explique pourquoi elle a commencé à vouloir infiltrer les mouvements extrémistes. J'étais estomaquée parce que je couvrais beaucoup de manifestations féministes en France. Et en fait, j'avais pu assister à des violences perpétrées sur des femmes par des hommes dans des manifs féministes. Donc elles étaient tabassées, rouées de coups, exfiltrées parce qu'elles étaient accusées d'être transphobes, donc discriminantes envers les personnes transgenres. Et quand, à cette époque-là, je tentais de contacter ces collectifs féministes, ces collectifs LGBT, antiracistes, etc., comme je travaillais pour Le Point, pour Marianne, j'étais pour eux la presse d'extrême droite fasciste. Et il me disait, on ne travaille pas avec la presse d'extrême droite fasciste. Pour vous situer, Le Point et Marianne, c'est centre-gauche, centre-droit en France. Et donc, je me suis dit, mais en fait, c'est fou, on me refuse le contradictoire. Le contradictoire, c'est le propre du journalisme. On ne peut pas enquêter si on n'a pas la version de l'autre. Et je me suis dit, mais en fait, il va falloir que j'aille la trouver moi-même, cette vérité. Et c'est pour ça que je me suis infiltrée durant un an donc, dans les milieux militants féministes, LGBT, antiracistes, avant le 7 octobre. Je pense qu'il y a un manque de courage, tout simplement. Moi, je le dis bêtement comme ça. Là, c'est la conférence. Parce que le jour où on est deux, où on est trois à dire quelque chose, on n'a pas besoin d'être 50. Hein. Le jour où on est deux et trois à le dire, tout change, tout se transforme. Vous savez, au Québec, l'accusation de racisme sur les Québécois, elle tombe facilement, elle tombe vite. Donc, les Québécois ont toujours une réticence sur ces questions-là. Hein. Pierre-Éliott Trudeau nous traitait de racistes. René Lévesque, Dieu sait si c'était des démocrates, et Jacques Parizeau ont été traités de nazis. Hein. Ils sont même retrouvés devant les tribunaux. Donc, quelque part, les Québécois souffrent un peu de cette crainte-là de se faire traiter de racistes un peu toujours. Et ça peut expliquer une certaine mollesse, je pense, de nos autorités à l'égard de ces mouvements. Vous étiez l'animateur ce soir de la conférence sur l'antisémitisme. Un point intéressant que j'ai retenu, vous avez dit qu'au Québec, la notion d'antisémitisme n'est pas très comprise de la population. Oui, bien, je dirais qu'il y a une conscience moins grande de la question de l'antisémitisme et de ce que vivent les Juifs. Ça s'explique aussi historiquement, c'est-à-dire qu'historiquement, les Québécois francophones ont été loin de la communauté juive qui, elle, s'intégrait plus du côté anglophone, même si tout ça est en train de changer. Et je pense qu'effectivement, il y a souvent une méconnaissance de la question de l'antisémitisme au Québec, ce qui n'est pas évidemment le cas en France, compte tenu de l'histoire de la France, à la fois de l'antisémitisme, mais aussi des combats. Pensons à l'affaire Dreyfus, là, qui est très ancienne, à la fois aussi à cause des combats. On n'a pas cette histoire-là au Québec, et donc je pense qu'on a beaucoup d'efforts à faire pour comprendre la situation des Juifs, comprendre comment se développe l'antisémitisme et comment on est aujourd'hui à nouveau confronté à ça. Puis, sur une note positive, est-ce qu'on fait quelque chose de mieux qu'en France au niveau pour prévenir tout ça? Là, qu'est-ce qui s'en vient? Bien, c'est pas une question de savoir si c'est mieux en France ou si c'est mieux au Québec. C'est-à-dire il faut aller prendre en France ce qui est intéressant et qui peut nous aider. Comme les Français font, ils viennent chez nous, trouvent qu'on a des débats intéressants sur plein de sujets. Qu'est-ce que vous pensez de l'application là, de l'interdiction des prières de rue, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose qui est efficace? Est-ce qu'il fallait interdire les prières de rue? Moi, je suis pas convaincu. Il faudrait rentrer
rentrer dans le détail de ça, j'ai pas étudié le détail de ça, mais moi, j'ai le sentiment qu'on avait déjà tous les règlements pour interdire ces prières de rue-là, qui ne sont pas des prières de rue, qui sont des formes de provocation. La prière, là-dedans, est tout à fait complètement instrumentalisée. Faites-moi pas croire que ces gens-là, ils se recueillent comme ça, en plein milieu d'une rue, quand il y a du trafic et puis quand ça hurle à côté. Ça ne s'appelle pas une prière, ça s'appelle une protestation, ça s'appelle une manifestation. Et quand on ne demande pas un permis de manifestation, bien, on annule la manifestation. J'ai demandé à Christian Rioux quelle a été sa réaction suite à la déclaration du conseil de presse qui a déclaré que Rebel News n'est pas un média d'information. Vous avez déjà écrit des papiers sur le conseil de presse. Quelle a été votre réaction? Moi, je suis révolté de l'intervention du conseil de presse dans un débat qui ne le concerne pas. Le conseil de presse n'est pas là pour dire « vous êtes d'extrême droite, vous êtes d'extrême gauche, vous êtes ceci, vous êtes cela ». Le conseil de presse est là pour régler et s'intéresser à des problèmes d'éthique. Que font les journalistes? Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts? Est-ce qu'on rapporte la nouvelle correctement? Est-ce qu'on suit des procédures qui sont acceptables? C'est ça le travail du conseil de presse. Le conseil de presse a été fondé il y a 30-40 ans par des gens qui voulaient ça. Les gens aujourd'hui qui portent des jugements politiques au conseil de presse trahissent la fonction et la mission du conseil de presse, à mon avis. Suite au 7 octobre 2023, Nora Bussigny s'est intéressée à la réaction des mouvements féministes intersectionnels et d'autres groupes face au massacre commis par le Hamas contre des Israéliens et elle a été choquée. Et bien là, ils se réjouissaient en disant à quel point ils étaient émus qu'enfin l'opprimé se rebelle contre l'oppresseur. Et en fait, je me suis dit, mais j'ai complètement manqué l'éléphant au milieu de la pièce. Et c'est là que je me suis dit, il va falloir que j'y retourne. Il va falloir que j'y retourne avec une caméra embarquée qui serait ma plume et mon enregistreur et que je raconte ce qui se passe au sein de ces luttes militantes. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce nouvel antisémitisme? Vous parlez même à un moment donné d'un antisémitisme inconscient chez un certain nombre de personnes. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Qu'est-ce qu'il a de nouveau, cet antisémitisme? Alors effectivement, mon livre s'appelle les nouveaux antisémites, mais finalement, il n'a strictement rien de nouveau. En tout cas, c'est ce que j'ai constaté dans mon livre et lors de cette immersion. En fait, je me suis rendu compte que j'étais face à des militants, on reparlera de leur profil exact après, j'étais face à des militants qui utilisaient des tropes antisémites qui étaient ceux de l'extrême droite, ceux de l'époque où ils nous... Mais sauf que juste, ils changeaient le mot juif par le mot sioniste. Certains le faisaient même très clairement. Ils nous expliquent en permanence que les sionistes contrôlent les médias, les sionistes contrôlent le gouvernement, les sionistes détiennent l'argent. Déjà, on est clairement dans l'antisémitisme. Ensuite, et là c'est la phrase qui pour moi est la plus importante, c'est ils nous expliquent, les sionistes ont subi un génocide et maintenant ils font subir un génocide. Donc là, on ne peut pas dire qu'on parle de sionistes, on parle bel et bien de juifs quand on parle d'un génocide, puisqu'on parle en l'occurrence de la Shoah. Et ce qu'il y a de nouveau, et c'est pour ça que ce livre s'appelle les nouveaux antisémites, ce n'est pas l'antisémitisme en lui-même, c'est les vecteurs. Des vecteurs qui n'étaient pas présents pendant la première et la seconde intifada, que sont les réseaux sociaux. Ensuite, Mme Bussigny a expliqué comment l'ultra-gauche camoufle son antisémitisme et de quelle manière convergent ces mouvements. Déjà, l'ultra-gauche, qu'est-ce que c'est? L'ultra-gauche, c'est un ensemble de mouvements politiques et militants qui sont extrêmement fragmentés. On va avoir des écolos radicaux, on va avoir des antifascistes, anti-police, des black blocs, des communistes libertaires, des anarchistes, etc. Ils sont extrêmement fragmentés. Mais ils ont tous en commun un rejet des institutions démocratiques et un rejet de l'État. Et cette convergence des luttes, avant le 7 octobre, moi j'étais persuadée qu'elle se ferait autour d'un ennemi commun qui serait le flic, le policier. Parce qu'il y a vraiment une haine des forces de l'ordre. La cause palestinienne est devenue la cause intersectionnelle, par essence. Mais il y avait un déni total. Et je me disais, mais pourquoi il y a un déni total? Eh bien parce que quand on est un militant déconstruit par essence, on n'a pas le droit, en tant que blanc privilégié, de critiquer la manière dont les peuples opprimés choisissent de lutter contre l'oppresseur. Cet antisémitisme décomplexé a des conséquences et il y a eu un passage intéressant où la journaliste d'enquête en fait mention. Il faut qu'on soit réaliste 30 secondes. Ce qui s'est passé à Bondi Beach, il y a quelques mois maintenant, c'est la globalisation d'un intifada. Ce qu'on a vécu en France, le fait que Samuel Paty, que Dominique Bernard, qui est un autre professeur, que Charlie Hebdo, une rédaction a été décimée, c'est parce qu'ils étaient accusés d'islamophobie. On sait très bien que l'accusation d'islamophobie tue, et on sait très bien que maintenant que l'accusation de sionisme tue, entraîne des viols.
Donc en fait, il faut aussi comprendre cette question du poids des mots. Si même la personne qui le dit ne le perçoit pas, comment elle va être perçue par l'autre? Alors l'autre peut dire, c'est pas de mon ressort ce que va faire cette personne. Et c'est d'ailleurs ce qu'a beaucoup argumenté un homme sur lequel j'ai enquêté qui s'appelle Elias Zimzalen. Elias Zimzalen, qui est un prédicateur islamiste en France et qui avait appelé à faire un intifada. Donc intifada, ça veut dire soulèvement armé. Un intifada en France, dans les banlieues, etc. Et donc il a été condamné en première instance, mais il a fait appel. Et tout n'est pas perdu pour lui, parce que justement, lui dit, mais moi, je ne veux pas appeler à faire un soulèvement armé. Une intifada, ça veut juste dire le soulèvement d'une population. Moi, ce n'est pas de ma faute si après, il y a des agressions, et si les gens le font. Moi, je n'ai agressé personne. Vous pouvez soutenir notre journaliste indépendant en contribuant monétairement sur notre site web à l'adresse rebelfieldreports.com de manière sécuritaire et confidentielle. Merci.